Alors, rapidement, la capsule, à la base, c'est ce qu'on appelle un coding bootcamp, donc une formation au code ultra accélérée en 10 semaines. Et les personnes qui viennent à la capsule ne sont pas forcément des développeurs, même très rarement des développeurs. Il s'agit juste d'apporter un bagage technique, un savoir-faire technique à différents types de profils. Ça peut être des personnes qui veulent devenir développeurs ou freelance et donc en faire leur métier. Ça peut être également des startups qui veulent mieux gérer, mieux piloter leurs projets pour comprendre les enjeux, pour driver une équipe, mais également pour amorcer leur idée à moindre coût pour commencer à faire ce qu'on appelle un prototype, un MVP. Et le troisième profil que l'on retrouve à la capsule, c'est ce qu'on appelle chez nous les profils hybrides. C'est les personnes qui veulent pas devenir développeurs, qui n'ont pas forcément un projet entrepreneurial derrière, mais qui constatent que l'univers dans lequel ils évoluent se digitalise de plus en plus, qui côtoient régulièrement des développeurs, des techniciens, et qu'ils ont énormément de difficultés à travailler avec ces personnes. C'est une bulle un peu hermétique, et ils ont envie d'avoir une crédibilité, une connaissance et une évaluation des coûts et des risques de manière un peu plus autonome. Voilà. Donc c'est également une troisième catégorie de personnes qui est de plus en plus présente dans nos formations. Justement, ce soir, on vous propose de parler technique sans forcément toucher au code, en tout cas c'est l'objectif de ce workshop, et de vous montrer des scénarios que l'on peut automatiser au niveau du marketing, et ainsi donc utiliser des briques techniques qui vont vous faciliter la vie au quotidien. Alors, petite parenthèse quand même, sur ce mot marketing, il est vrai que c'est souvent ce secteur qui est touché, puisqu'on est dépendant des développeurs. Donc à chaque fois qu'on a une nouvelle demande, qu'on veut améliorer un logiciel, qu'on veut automatiser des tâches, on va devoir passer par l'équipe tech. Donc on manque un peu d'autonomie, donc c'est pour cette raison qu'on va vous en parler. Mais la réalité, c'est que même des développeurs peuvent utiliser les outils qu'on va aborder ensemble ce soir. À titre personnel, à la capsule, on a un système, notre workflow, notre scénario qui permet de gérer les personnes qui viennent nous rencontrer, les personnes qui se sont inscrites, qui deviennent des élèves. Eh bien, c'est généré par des outils que l'on va voir ce soir ensemble pour gagner forcément de la souplesse et du temps. Bonsoir du coup à tous. Moi, c'est Wassima, pas Anaël. Moi, ce que j'ai fait de mon côté, pour vous parler un peu de mon expérience qui explique aussi ma présence ici, j'ai une expérience de consultante, comme certains d'entre vous. Je fais du conseil en strat, donc en stratégie opérationnelle pour être encore plus précise. Et ça consiste à accompagner des entreprises. Moi, typiquement dans le cadre de mes missions, j'ai accompagné des entreprises pour mettre en place leur projet stratégique des 5 prochaines années. Et la question de l'automatisation revient souvent sur les investissements à effectuer, à faire dans les prochains projets. Une des missions sur lesquelles j'avais travaillé consistait à accompagner donc un acteur bancaire français sur justement ces investissements en automatisation. L'idée était avant de commencer à investir et mettre des pépettes sur de l'automatisation, il a fallu donc identifier un candidat, donc un processus candidat, définir un business model, voir s'il y a effectivement des gains ou pas derrière. Là, on a choisi un process assez simple de virement à l'étranger. Une personne entière était dédiée à ce projet-là, à ce processus-là. Un process, c'était 6 minutes. Elle devait le faire 15 fois par jour, donc je vous laisse faire les calculs, mais en gros, à la fin de la semaine, elle a passé une journée entière à faire des copier-coller d'un formulaire et de les rentrer dans son outil interne, qui lui ensuite est envoyé à une autre entité qui va faire toute la vérification pour des raisons sécuritaires, etc. Sur les virements à l'étranger, c'est toujours un peu problématique. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que à la fin, quand on calcule le nombre d'heures passées sur des questions simples d'automatisation, là, la ressource, mais la personne, en l'occurrence, passait 11 semaines par mois uniquement à faire du copier-coller d'un formulaire vers un outil interne.
En gros, si on enfin, je ne sais pas si vous êtes plus incentivé par le temps ou par l'argent, mais côté pépette, ça fait 13 000 euros par an qui sont dépensés pour qu'une personne fasse des copier-coller. Et ça, c'est juste sur un seul process. Donc évidemment, si on ramène ça au quotidien de cette personne-là, de cet employé-là, elle n'en a pas que un des processus qui ressemblent à ça, elle en a quelques-uns. Et puis si on ramène ça au niveau, enfin si on sort de l'échelle d'une personne et qu'on rentre à l'échelle de toute l'entreprise, je vous dis pas les dégâts, en tout cas, je vous dis pas les économies potentielles, en temps et en argent. Et je me disais, bon, le problème, évidemment, se pose uniquement dans des grosses entreprises. Moi, je suis très, très loin de ce problème. Le jour où j'ai décidé de me lancer dans la création de ma boîte, je fais partie de la deuxième catégorie des personnes qui ont fait la capsule, donc ceux qui sont porteurs de projets et du coup qui lancent leur start-up. Je pensais que j'étais très loin de ces problématiques-là. Et je me plantais totalement parce que typiquement moi ma journée je sais pas comment vous organisez parce que je vois qu'il y a pas mal de freelance, mais moi j'ai des formulaires un peu partout. Pour vous un peu vous contextualiser les choses, donc moi je lance une start-up, enfin une plateforme de mise en relation entre des personnes qui souhaitent se faire tatouer et des tatoueurs. Donc j'ai 2 cibles. Et chacune de ces cibles a son formulaire. Et à côté de ça, j'organise des événements auxquels les 2 cibles peuvent répondre. Je vous dis pas les dégâts en termes de base de données parce que moi je suis à l'ancienne, je fonctionne sur un Excel. Réussir à récupérer les informations à chaque fois, dès qu'il y a quelqu'un qui renvoie le formulaire, il faut rafraîchir son Excel. Quand on a fait des croisées dynamiques pour les événements, pour voir si c'est la même personne qui est là, est-ce qu'elle-même participe à l'événement, est-ce qu'elle a pris contact avec le tatoueur qui est là, enfin, c'est très vite l'enfer, en plus c'est éclaté, enfin voilà. Donc ça c'est première grosse difficulté que moi j'ai tous les jours. À côté de ça, je vais avoir des questions, bah tiens, on parlait de ça, rentrons directement là-dedans. Donc je vous parlais des formulaires. Donc je disais typiquement quand on a un formulaire, souvent, moi là je vais prendre l'exemple d'un événement que je veux organiser ou plutôt de la mise en relation que je vais créer avec un tatoueur. Ce qui va se passer, c'est que le tatoueur donc va envoyer son formulaire, n'est-ce pas? Une fois qu'il a envoyé son formulaire, moi je le reçois, je vais regarder les informations qui sont dessus, je vais vérifier si au niveau de ma base de données cette personne existe déjà ou pas. En tout cas, je vais essayer de qualifier le plus vite possible ce tatoueur. Je vais passer un petit coup de fil à ce tatoueur pour lui demander s'il a envie d'en savoir un peu plus sur la plateforme, comment elle fonctionne, et pour être sûr que la personne arrive et s'inscrive sur ma plateforme. Et ensuite, je vais prendre rendez-vous avec cette personne pour pouvoir derrière la qualifier. Ça, c'est la problématique de Wasima. C'est sûr que il y a des solutions qui existent sur le marché qui peuvent répondre à ce besoin, mais on peut vite soit tomber dans de l'artisanal, soit tomber dans des solutions onéreuses et lourdes à mettre en place. Ce qu'on vous propose ici, c'est qu'avec des outils en ligne qui sont, alors, pour la plupart, pas forcément gratuits, mais pas chers, on va pouvoir arriver à un scénario qui permet d'automatiser tout ça et de ne pas perdre un seul contact et d'avoir un suivi assez fiable. Alors, nos outils pour réussir à répondre à cette problématique. On va utiliser Typeform. Typeform, c'est un service en ligne qui permet de créer des formulaires clés en main. On va utiliser également Trello. Trello qui est un outil extrêmement utilisé dans les startups, mais plus que, qui va nous servir à faire des tableaux collaboratifs. Et également, du coup, pour finir notre recette, le dernier ingrédient, c'est Google Agenda, tout simplement, pour pouvoir justement, une fois que le coup de téléphone a été passé, de convenir d'un rendez-vous et de le mettre sur l'agenda, un agenda que l'utilisateur va également avoir en notification, l'utilisateur, le tatoué et le tatoueur, finalement ça dépend à qui on parle, mais en tout cas on va avoir une trace et des rappels qui vont se déclencher. Alors, petit tour d'horizon justement sur Typeform. Typeform, une fois qu'on est inscrit, on arrive sur ce genre de dashboard, et on va pouvoir très facilement créer un formulaire sans l'aide d'un développeur. Et c'est pas plus mal parce que même les développeurs
trouve ça pénible et fastidieux à faire un formulaire. Alors on va démarrer, comme ils disent, hein, from scratch. Ça, c'est le terme un peu utilisé dans le jargon, c'est-à-dire d'une page blanche, hop. On va créer un nouveau formulaire. On lui donne un nom. Prise de rendez-vous avec... Ou on va l'appeler Find My Tattoo, parce que du coup... Find My Tattoo, effectivement. Ok, et là, justement, on va demander contact form. On peut spécifier un peu la nature. Et alors, de manière assez intuitive, on va pouvoir bâtir toutes les étapes de notre formulaire en rajoutant ce qu'ils appellent, eux, des blocs. Mais finalement, le terme est assez approprié puisque c'est exactement comme ça qu'ils matérialisent les étapes du formulaire. Alors, il faut déjà avoir une visibilité sur les questions que vous allez poser, un nombre de formulaires, et surtout la nature des questions. Et de vérifier s'il n'y a pas une catégorie ou un bloc qui colle le plus à votre question, à la nature de votre question. Alors, voici moi, globalement, les questions que tu aimerais poser dans ton formulaire, ou que tu poses déjà, ça serait quoi? Nom, prénom, email, oui. Téléphone, du coup, puisque tu as besoin. Voilà. On va faire un truc relativement simple, c'est ce qu'il te faut pour rentrer en contact avec ton prospect. Alors, un nom et un prénom, c'est ce qu'on va appeler des short texts. Bon, c'est pas des romans, du coup, et c'est une information assez simple. Finalement, il n'y a pas besoin de faire des contrôles sur une syntaxe particulière. Alors, une fois qu'on l'a drag and droppé, vous avez vu qu'il apparaît à droite. Voilà, ça c'est le premier champ de saisie. On va pouvoir le paramétrer. Le paramétrer pour lui dire est-ce qu'il est obligatoire ou pas. Et lui donner d'autres options. On va faire très simple, on va juste lui dire je le veux obligatoire. Alors, on va quand même lui donner un petit intitulé aussi à ce... Voilà. Votre nom. Votre nom. Et on va passer à la deuxième question. Très simplement, drag and drop. Là, on va l'appeler votre prénom. On va également lui donner les mêmes options, les mêmes caractéristiques. On va lui dire qu'on veut qu'il soit obligatoire. Parce qu'on a tellement peu de questions à lui poser que là, si il en oublie une, on ne va pas avoir quelque chose de très qualitatif. Et on continue. On a dit donc une adresse email. Ouais. Je suis obligé de faire une parenthèse. Tu ne changeras jamais. Jusqu'au bout, il me la fera, celle-là. C'est pour savoir, c'est toutes les vidéos qu'on a fait, c'était à son batch, il m'a fait à chaque fois le coup. Il venait en cours de route. Bon, alors, j'attends que, du coup, sinon il va y avoir du bruit, il connaît. Alors, nom, prénom, email. Alors, email, il faut faire attention, on serait tenté de prendre la même catégorie de champs, mais si on regarde bien, il y a un bloc qui s'appelle email. Alors, la différence... c'est que là, on va pouvoir avoir un contrôle de la part de Typeform pour vérifier que la syntaxe, c'est bien une syntaxe de type email. Il va vérifier s'il y a bien l'arrobase, s'il y a un nom de domaine à la fin. Alors que le nom et le prénom, il n'y a pas de contrôle particulier. On va le mettre en require également. Et pour finir, on a dit une... Je peux demander par exemple s'ils ont déjà créé un compte, et là il y a un yes or no, par exemple. Exactement. On peut faire, en fait, il y a plein de... On va vraiment faire quelque chose d'assez simple. On a dit également le numéro de téléphone. Alors, le numéro de téléphone, le couac, c'est que si on regarde bien, il n'y a pas réellement de champ qui match. Alors, des fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut se creuser un peu les méninges. Des fois, regardez aussi la documentation de l'outil qui guide aussi les utilisateurs qui se posent à peu près les mêmes questions. Pourquoi je dis ça? Parce que si on met number, un numéro de téléphone, c'est pas forcément un nombre. Il se peut que les personnes mettent les préfixes international avec un plus. Et donc là, c'est pas dans la catégorie des nombres. Donc ce serait dangereux de le faire. On va jouer la carte de la sécurité et de la souplesse en mettant un texte court. Voilà. Donc là, on va mettre votre téléphone. Et on va le mettre par contre en require parce que c'est l'intérêt
du process, c'est que s'il n'y a pas de téléphone, on ne peut pas le contacter, donc là, ça va servir à rien. On va pouvoir tester son formulaire en cliquant dessus, et tout de suite, on va avoir le rendu de ce que l'on vient de générer. Voilà. Donc, si je teste, on va mettre le fameux John Doe. Alors, le John Doe, il faut savoir, hein, c'est toujours le personnage qu'on utilise pour tester. Forcément, on le retrouve tout le temps et régulièrement dans les exemples. Donc là, il ne faut pas se tromper, c'est Doe, hein, et son prénom, c'est John, pas l'inverse. Oh, je l'avais mis, d'accord, ok. Bon bah, c'est pas très grave. Ouais. J'ai drag and droppé sans m'en rendre compte. Ok. Et on valide. Alors, à cet instant, Typeform, la plateforme, a bien récupéré, hop, mes informations. Il m'a déconnecté. Ok, c'est pas très grave. On revient sur mon formulaire, ou du moins la partie d'administration de mon formulaire, et je vais pouvoir, dans Typeform, récupérer les résultats. Hop. Donc si on clique sur Résultats, on a ici les personnes. Voilà, on retrouve les informations qui ont renseigné ces informations. Alors le problème, c'est que c'est pas avec ça qu'on va pouvoir faire le scénario qu'on a vu tout à l'heure, que Wassima a présenté. Alors, hop, on va devoir se pencher sur Trello. Trello, suspense, voilà. Trello, vous savez, c'est ce qui va nous permettre de nous faire un tableau, en fait, une sorte de dashboard. Et c'est ici qu'on est censé récupérer le contact qui vient d'apparaître ou qui vient d'être saisi dans Typeform. Alors pour l'information, hein, Typeform, c'est un formulaire que vous pouvez intégrer sur n'importe quel site internet. Il vous propose de copier-coller un bloc de code et vous l'avez. Vous n'êtes pas limité à juste utiliser Typeform comme on vient de le voir. Donc ça peut parfaitement s'intégrer sur n'importe quelle plateforme, il n'y a aucun problème. L'objectif, c'est que le John Doe, on le voit ici, parce que Wassima, elle a besoin de le contacter, elle a besoin d'avoir un centralisateur de prospects, et pas parcourir ses mails ou tous les outils dont elle a fait usage pour prendre contact avec eux. Alors, Typeform, c'est très simple. On a un tableau, et on peut en créer autant que l'on souhaite. Donc là, on a créé un tableau qui s'appelle Find My Tattoo. C'est assez déconcertant, hein, la simplicité de cet outil. Et dans ce tableau-là, on va créer ce qu'ils appellent des listes, autrement dit des colonnes. Vous pouvez les appeler comme vous le souhaitez, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez, comme un tableau blanc et des post-it finalement. Et justement, en parlant de post-it, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des cartes dans Trello, qui vont venir à l'intérieur de chaque colonne. Dans quel objectif on a besoin de Trello ici? Eh bien, un contact va apparaître en tant que carte post-it dans une des colonnes. Il va apparaître, en l'occurrence ici, dans la colonne à contacter. Et lorsque Wassima va avoir eu la personne au bout du fil, elle va pouvoir fixer le rendez-vous et le drag and dropper, le glisser, déposer dans la colonne rendez-vous fixé, et ainsi avoir une visibilité sur l'intégralité de ses prospects et savoir où ils en sont. Alors, ça c'est le deuxième ingrédient dont on a besoin. Il y a un troisième, ça va être Google Agenda, puisque Google Agenda, lorsque l'on va drag and dropper, glisser, déposer l'utilisateur, le prospect dans rendez-vous fixé, on souhaite que le rendez-vous soit pris automatiquement et marqué automatiquement dans Google Agenda. Donc Google Agenda, je ne le présente plus, hein, c'est un calendrier partagé, délivré par Google avec votre compte, et vous retrouvez tous vos événements. Alors, ça, ce sont les ingrédients. Mais il nous faut un liant pour faire dialoguer tout ça. Il s'appelle Zapier. Zapier va vous permettre de vous connecter sur ce qu'on appelle des API. Ça, c'est un acronyme que les développeurs utilisent tout le temps. Autrement dit,
se brancher sur des prises un peu virtuelles, bien sûr c'est imagé, de chacune de ces applications-là. Ce sont des prises normalement à l'origine à destination des développeurs qui peuvent dialoguer avec toutes les plateformes que l'on vient de voir. Mais là, Zapier va remplacer le rôle du développeur en vous proposant justement l'exploitation de ces prises-là de manière assez simplifiée. Alors, on a 2 scénarios à matérialiser avec Zapier. Le premier, c'est lorsque l'on valide un formulaire, on souhaite créer une carte dans la première colonne de Trello. Puis le deuxième scénario, c'est lorsque on déplace la carte, on souhaite créer un événement dans Google Agenda. Alors, très simplement, on va aller sur Zapier. Lorsque on se connecte, il faut quand même créer un compte sur Zapier, on vous propose de créer une zap, make a zap. Ça, c'est le jargon de Zapier, c'est pour, entre guillemets, créer une automatisation des tâches. Il va vous demander de choisir l'élément déclencheur et l'action à réaliser. Mais au travers du schéma que l'on vient de voir, tout est déjà écrit finalement. Le trigger, comme il l'appelle, ici, c'est Typeform. Alors, il y a quand même une contrainte à cet outil magique. C'est qu'il faut qu'il connaisse la plateforme ou le service qu'on souhaite brancher. S'il ne le connaît pas, on ne pourra pas l'utiliser. Mais rassurez-vous, le catalogue d'outils qu'il connaît est assez impressionnant et il évolue de jour en jour. Donc étant donné que Typeform reste quand même un outil, une plateforme très utilisée, il y a de fortes chances qu'il connaisse. Et en effet, quand on tape Typeform, il nous propose, ou Type du moins, Typeform. Alors, on va paramétrer le trigger, donc le déclencheur, et il nous demande quel est l'événement qui va déclencher l'action que l'on veut réaliser. Là, c'est un peu bizarre parce qu'il nous propose qu'une seule solution. Ça va dépendre des outils qu'on veut mettre en place. En fait, il y a des moments où il va y avoir plusieurs solutions possibles. Bon, là, c'est un peu déroutant parce qu'il nous propose c'est un non-choix finalement, lorsque il y a une nouvelle entrée dans le formulaire. OK. Il va devoir se connecter automatiquement à votre compte Typeform. Par contre, c'est pas magique. Je vous ai dit qu'il va aller se brancher sur les prises virtuelles de votre compte ou de chacun de vos comptes des plateformes. Ça veut dire que là, il vous faudra faire un connect an account et donner votre login et mot de passe de Typeform. C'est lui qui va aller se greffer et récupérer les résultats en automatique. Une fois que c'est fait, on va pouvoir paramétrer Zapier pour lui dire de quel formulaire il s'agit. Parce que vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit que Typeform, on pouvait créer un formulaire, mais en fait, on pouvait en créer autant que l'on souhaite. Il n'y a pas de limite. Donc là, lui, il n'est pas censé savoir lequel formulaire est à destination là, de notre processus. On va donc le choisir, et on l'a appelé tout à l'heure Find My Tattoo. On va rafraîchir. Voilà. Donc là, il allait récupérer les informations. Et il nous dit, OK, là, le trigger est fini. Regarde ce que j'arrive à récupérer en automatique depuis Typeform. Donc on va dérouler et on va se rendre compte que c'est notre John Doe qui a été extrait pour simuler un petit peu la communication. Là, c'est un exemple. OK, on continue. On va passer à la deuxième étape. Quelle action ? On parlait de Trello. Donc on cherche Trello. Et en effet, il le connaît, plutôt une bonne chose. Ah, là, il y a plus de choix en action. Qu'est-ce que vous souhaitez faire sur Trello une fois qu'un inscrit a utilisé le formulaire ? On veut créer une liste, créer un board. Alors, liste, c'est les colonnes, board, c'est le tableau. Créer une carte. Ouais, c'est plutôt pas mal, créer une carte. On valide. Alors, encore une fois, là, il faut utiliser le compte Trello. Donc, s'il n'est pas pré-paramétré comme dans l'exemple que vous voyez, il faudra lui donner, encore une fois, votre login et votre mot de passe de votre compte Trello. Puisque le but du jeu, c'est que là, il aille écrire à votre place. On se connecte. Et comme pour Typeform, sur Trello, vous pouvez avoir plusieurs tableaux. Il n'y en a pas qu'un seul. Donc là, il faut lui préciser de quel tableau il s'agit. Je l'ai appelé Find My Tattoo. La liste, autrement dit la colonne dans laquelle l'utilisateur, le prospect plutôt, va être écrit. Eh bien, on va la choisir ici.
c'est à contacter. Dans le process, hein, il a atterri avant sur contacter. Et on va donner un nom à cette carte. Une carte, on va pouvoir lui donner les informations qui proviennent du formulaire qui a été absorbé. Donc là, si je souhaite récupérer le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'email de la personne et de le mettre à cet endroit, je vais devoir cliquer sur ce petit bouton. Et regardez, ce petit bouton me donne toutes les étapes réalisées lors du trigger. J'ai donc accès à ce qui a été récupéré dans cette étape 1. Je peux ainsi récupérer par exemple le prénom, je vais mettre un espace, le nom, espace, je vais mettre un délimiteur, je vais mettre dièse, pour bien voir que l'on change d'information, je vais mettre après l'email, dièse, et le numéro de téléphone. C'est quand même l'objectif. Vous voyez, je sélectionne, il me le propose ici, donc c'est assez intuitif. Voilà. Le reste, je n'ai pas spécialement envie de mettre des options de customisation de ma carte. Je vais rester très simple. Hop, je valide. Il m'explique qu'en effet, les informations récupérées vont me permettre de valider une première carte. Il va tester, hop, pour moi, la mécanique. Il me dit qu'il a testé la première écriture dans Trello et que ça a bien fonctionné. Il suffit du coup d'aller sur Trello pour vérifier une première carte. Et en effet, John Doe apparaît. Vous voyez, le format correspond au format que j'ai décidé avec les dièses. On va s'assurer quand même que tout fonctionne bien. Hop, on va réutiliser le formulaire Find My Tattoo et on va tester le bon déroulé de l'opération. Alors on valide définitivement quand même la ZAP en lui donnant un nom. Comment on l'appelle? Contact? Contact tatoueur? Contact? Tatoueur? Contact tatoueur. En anglais? Tatou? Ouais, non, tatoueur avec un seul T, E, U, R. Pas tatou? En français, si tu veux. Oh, bon, oui. je sens que ça te tient à cœur. Non, c'est pour rester cohérent avec le tatou, comme ça j'ai tous les outils qui s'appellent... Donc tatou, 2T. Allez, 2T, excuse-moi. Hop, contact tatou, ok. On peut même l'organiser dans un répertoire. Voilà. Là, j'ai activé l'automatisation. Tout à l'heure, j'étais en mode test. Là, il me dit, ok, ça a bien fonctionné, va vérifier, je suis allé voir. Et maintenant, je l'active. Ça veut dire que cette fois-ci, l'automatisation est autonome et je peux, regardez, tester. Alors, on va l'appeler Durand. Vanessa. Vanessa@gmail.com. On va mettre yes parce qu'on a laissé cette... Et le numéro de téléphone. OK. On valide. Donc là, mon formulaire est en ligne. Tout le monde peut l'utiliser. Si je valide, instantanément, je devrais voir Vanessa Durand apparaître. Donc en gros, 1 à 2 fois par jour, si je reviens sur mon dashboard, je devrais avoir une visibilité claire et nette sur mes prospects. Alors, maintenant l'objectif, c'est de reprendre un scénario manuel, tout ne peut pas être automatisé, et d'aller appeler John Doe et Vanessa Durand pour savoir ce qu'il en est et prendre potentiellement un rendez-vous avec eux. Prendre un rendez-vous, ça veut dire 2 choses sur Trello. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une date de prise de rendez-vous en utilisant la partie date limite. Imaginons que ce soit le 7 à midi. J'enregistre. Sur Trello, au niveau de la carte, on va avoir la date du prochain rendez-vous et on va devoir le glisser dans rendez-vous fixé. Voilà. Ainsi, on a toutes les informations, la date et l'heure du rendez-vous et aussi la catégorisation de notre prospect. Je peux poser une question. Si le prospect n'est pas disponible à cette heure-ci, à vous de, du coup, s'il n'est pas disponible, tu peux créer une autre case, une autre colonne
prospect répondeur ou prospect non disponible. Et puis, dans ton process, tu pourras le rappeler une fois, deux fois, trois fois. Tu le mets en commentaire. Ici, je l'ai appelé déjà une fois, je l'ai appelé deux fois. Et après, au bout d'un moment, quand il est... On peut aussi ajouter, si tu rentres par exemple dans une carte, tu peux ajouter une étiquette qui te permet de dire si Exactement. Voilà. Imagine Vanessa Durand. C'est à toi d'utiliser Trello comme bon te semble en fonction de ce qu'il te propose. Mais comment je sais que... C'est-à-dire que j'ai discuté avec mon prospect avant, ouais. Alors qu'il est dispo à cette heure-ci, c'est ça? Ah bah ouais, t'es obligé tu l'as au téléphone, en fait. Tu l'as au téléphone. Là, c'est le scénario de Wassima. Dans ton cas, au niveau de ton projet, ça va être différent. Il faut que déjà le scénario soit clair sur un papier et un crayon, en fait. Il faut que déjà les étapes, tu les aies bien en tête. Est-ce que dans quelle forme on pourrait rajouter un menu déroulant avec des horaires où on pourrait sélectionner? Tu pourrais, bien sûr. Proposition de rendez-vous. Proposition de rendez-vous. Complètement. Il y avait un champ date, il y avait un champ date et heure. Tu le proposes, tu l'aurais ici dans la description. Tu pourrais le rajouter en description, comme ça, tu as plus de chances de l'avoir et tu t'en sers lorsque tu appelles, bien sûr. Là, on vous montre vraiment un scénario. À partir de là, vous pouvez broder tout ce que vous souhaitez, dans la limite de Zapier et des outils qu'on voit, bien sûr, mais les mécaniques et les scénarios peuvent complètement différer, ouais. Et s'optimiser aussi. Alors, là, je viens de faire rendez-vous fixé. Le problème, c'est que je vais aller dans mon Google Agenda, et le prospect aussi, on ne va rien voir. Il nous manque ce lien entre Google Agenda et Trello, qui est, encore une fois, Zapier. Donc, on va devoir créer une nouvelle Zap. Hop. Make another Zap. Ici, le trigger a changé. C'est Trello. Parce que c'est depuis Trello, depuis qu'on modifie la carte Trello, qu'on souhaite mettre à jour ou créer un nouvel événement. Alors là, il me propose plusieurs choses. Le déclencheur dans Trello, c'est quoi? C'est quand on fait une mise à jour de carte, quand on crée une notification, une nouvelle carte, une nouvelle activité. Alors, on va aller un peu en dessous, parce qu'il nous a masqué des possibilités pour voir la liste exhaustive de ce qu'il nous propose. Et là, il y a un truc qui est intéressant, il nous propose lorsque la carte a été déplacée dans une liste. Ouais, c'est pas mal ça, ça correspond. Donc je sélectionne. Ok, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais déplacer la carte dans une liste, lui, il va être au courant pour passer potentiellement à l'action. Mais il nous en demande un peu plus. Encore une fois, il nous demande le fameux compte Trello que l'on veut utiliser. L'avantage, c'est qu'il garde en mémoire, hein. Donc l'identification que vous avez fait tout à l'heure, pour Trello, pour Typeform et Google Agenda, comme on va voir, il le met en mémoire. Là, il va nous demander le tableau de bord que l'on souhaite analyser, c'est Find My Tattoo. La liste en question, c'est depuis quelle liste je souhaite analyser l'événement. Alors là, tout à l'heure, on l'a appelé rendez-vous fixé. C'est quand quelqu'un atterrit dans rendez-vous fixé qu'on veut se réveiller. Hop, je sélectionne. Et quel type de carte? Tout type de carte confondu, je ne fais pas d'exception. On continue. Hop, et là il me montre des exemples de ce qu'il a pu récupérer. Alors c'est pas forcément facile à lire, hein, parce qu'il met plein d'informations, mais normalement on est censé revoir. Rendez-vous valide. On est censé voir justement notre John Doe. Bon, ça c'est un exemple, c'est pour vérifier que la connexion s'est bien passée. On va passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est l'action. Qu'est-ce que l'on souhaite faire? Eh bien, on souhaite créer un événement. Donc, on va choisir Google. Hop. Calendar. Alors, Google Calendar. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Créer un événement. Il nous propose de rajouter rapidement un événement, de mettre à jour un événement, de trouver un événement. Nous, on souhaite en créer un. Sur quel compte Google? Là, il faudra de nouveau vous loguer avec vos comptes de Google.
Il va nous parler du calendrier, parce que vous savez qu'on peut avoir plusieurs calendriers. Donc là, je vais prendre celui de la capsule, parce que le problème, c'est que je ne peux pas créer un calendrier Find My Tattoo. Alors, le résumé de ce rendez-vous-là, on peut mettre une description, on peut mettre une localisation, on peut mettre une date de début et une date de fin. Alors, le résumé, c'est prise de contact, Find My Tattoo, en gros. Exactement. Ouais, j'ai oublié les majuscules. Je réfléchis. Alors, description, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez mettre, par exemple, le rendez-vous a lieu au bâtiment A, étage 2, si jamais... parce que c'est ce que va recevoir la personne dans la location. On peut mettre le lieu, Paris, OK. Date de début. Là, on ne peut pas mettre une date en fixe. Ça va dépendre de la date du prospect que vous avez mis dans la carte. Donc, on va devoir de nouveau utiliser ce petit bouton-là, qui est, on va dire, la mécanique qui va nous permettre d'aller extraire l'information de la carte qui a été détectée. Et là, oups là, excusez-moi, je fais un petit clic malencontreux. Regardez, quand on clique, il nous décortique toutes les infos extraites de notre carte et on voit un champ date. Voilà. Ne pas confondre avec date. Date, c'est la création de la carte. Alors que date du, regardez, le 07 à midi. Alors, il faut faire attention parce que c'est l'heure universelle. Nous, on rajoute +1. Hop, donc on va sélectionner celui-ci. Mais ça va se calculer automatiquement à notre heure, à notre fuseau horaire. Et la date de fin. Alors, la date de fin, le problème, c'est que j'aimerais bien que ça soit la même date et heure que j'ai mis, mais plus 1 heure, parce que c'est à peu près le temps que j'avais estimé dans mon rendez-vous. Du moins, c'est que le temps qu'a estimé Wassima dans ses process. Donc, on va récupérer le même champ et on va lui rajouter, il y a une petite syntaxe, alors ça, c'est la documentation de Zapier qui me permet d'arriver à cette conclusion-là. Mais si on rajoute plus 1 heure comme ça, automatiquement, le logiciel, la plateforme, va rajouter 1 heure à l'heure dynamique que je lui donne. Plutôt pas mal. Après, il y a plein d'options de paramétrage. Est-ce que le rendez-vous se répète? On peut lui donner une couleur, on peut lui donner une visibilité, bref, plein d'options complémentaires qui permettent d'enrichir l'événement créé. On va valider. Et là, on va envoyer notre premier test. Donc, logiquement, voilà, il nous dit que Google Calendar a reçu la notification. Donc on va aller voir. Le 7, c'est donc vendredi. John Doe est bien ici, regardez. De midi à 1 heure, à Paris, rendez-vous client. Voilà la capsule. Et j'ai bien l'information de John Doe. Regardez, j'ai toutes les informations de mon prospect en plus. Alors on va tester définitivement ce process, parce que là c'était un petit peu du test, mais là on va tester en vrai. On va prendre Vanessa Durand, ok, on l'appelle et on fixe un rendez-vous samedi, 6h20. Volontairement, je prends une date qui n'est pas pile poil sur midi pour voir si ça a bien été pris en compte. Hop, je valide et je glisse dans rendez-vous fixé. Normalement, on va aller dans mon Google Agenda et voir vendredi, j'ai dit samedi. Samedi, alors des fois, il faut attendre un peu. Parce que ça, c'est ce que je ne vous avais pas dit, c'est que Zapier, c'est le lien, sauf que là, je suis sur une offre un peu d'essai et il y a des délais. Ce n'est pas totalement instantané. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire ce que je lui ai demandé. C'est-à-dire qu'il faut attendre un petit peu. Et le côté totalement instantané, alors aussi il y a un autre truc qui se passe, c'est que je ne suis pas à la bonne tranche horaire. Donc, c'était le 6. C'était le 8 à 6h20, non? 8 à 6h20, voilà, vient d'apparaître. Alors,
Si je clique, hein, je confirme, voilà, 6h20, de 6h20 à 7h20, puisque du coup, j'ai rajouté 1 heure. Je vais supprimer le rendez-vous, parce que ça... On ne va pas comprendre pourquoi Vanessa Durand ne se pointe pas vendredi et samedi. Ah non. Hop. Je pense que tu peux supprimer celui-là aussi. Non, voilà. Donc voilà, ça c'était le scénario qui a permis de donner finalement une certaine forme d'automatisation, pas sur toutes les étapes, mais on ne peut pas tout automatiser non plus, mais sur le scénario que Wassima nous a expliqué tout à l'heure. Le deuxième autre sujet, ça c'est mon quotidien aussi. Je pense que vous y êtes pas mal confrontés. Pour ceux qui doivent faire, qui sont en marketing, c'est la rétention. Ça coûte beaucoup plus cher de faire de l'acquisition, de l'acquisition de clients que d'en faire de la rétention ou de la fidélisation. Donc l'idée, c'est de réussir aussi à centraliser ces emails pour animer aussi sa communauté à travers une base de données unique. Ne pas louper des moments clés dans la vie du client, des moments de vie du client, etc., etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, je vous parlais du fait que j'étais extrêmement bien organisée et que j'avais 10 milliards de formulaires à droite à gauche. Donc là, l'idée, encore une fois, c'est de centraliser les emails. Je te laisse détailler un peu plus. En effet, alors du coup, Wassima, on a vu qu'elle avait sa prise de contact sur Typeform. Donc c'est un premier formulaire, une première source d'alimentation. Mais le problème, c'est qu'elle crée aussi des événements pour sa communauté. Et les deux univers, Typeform et la plateforme qu'elle utilise pour les événements, stockent ces informations dans des univers bien cloisonnés. Le problème, c'est que quand elle a une opération marketing à faire, elle a besoin de réunir ces deux sources de fichiers, et ça lui prend du temps. Et il y a des oublis des fois. Donc l'idée, c'est d'utiliser d'autres outils qui vont nous permettre de résoudre cette problématique. On revient sur Typeform, puisque c'est ce qu'elle utilise. Première source d'alimentation. Et Eventbrite. Eventbrite, c'est pour créer et diffuser des événements. Donc tout le monde peut utiliser cette plateforme-là, ce n'est pas que les professionnels. Mais le problème, c'est qu'Eventbrite va stocker les contacts dans son univers à lui. L'objectif, c'est d'agréger ces deux sources d'alimentation, de contacts, dans une Google Sheet. Ça va être un peu notre centralisateur. Pourquoi une Google Sheet? Parce que régulièrement, on a besoin d'un fichier Excel qui agrège plusieurs sources de contacts. Par exemple, pour faire des campagnes sur Facebook pour cibler des personnes. Facebook, il faut le savoir, va vous demander potentiellement une liste de personnes qu'il va cibler en priorité. Donc du coup, là, vous serez de toute façon obligé, même si ce n'est pas un Google Sheet à la base, mais une base de données gérée par des développeurs, passer par un fichier Excel. Or, Google Sheet, c'est déjà un fichier ou un format de type Excel. Alors, Eventbrite. On va aller faire un petit tour sur Eventbrite. Hop là. En fait, je me suis mis en pleine... voilà. Alors, Eventbrite, on peut créer un événement très facilement une fois qu'on s'est inscrit, en lui donnant un nom. Alors, c'est vrai que... Hop, Wassima, je viens... Ça veut dire que j'organise une rencontre avec tous les tatoueurs Paris 9e. Entre tatoueurs? Oui, Paris 9e. Paris 9. 9? C'est précis, hein. Ouais, Paris 9, allez, on va comprendre. Paris 9, ok. L'adresse, t'en as une? On va dire qu'on va se rencontrer ici. Comment? Donc 151. Voilà, on va mettre ici. C'est pas grave, mais... Début, on va définir une date de début, de 14 à 19h à 22h. Ok, bon, on va faire quelque chose de très minimaliste. On publie l'événement. Votre événement a été sauvegardé. On peut le publier, on va le publier. Voilà. Donc, fais attention, Wassima, il va y avoir des gens qui vont arriver. Alors, ça, c'est Eventbrite. On peut avoir un aperçu de son événement.
Donc c'est diffusé sur la plateforme, hein, Eventbrite. Voilà, rencontre entre tatoueurs Paris 9. Il y a la date, il y a l'adresse. On aurait pu mettre une photo, bien sûr un descriptif beaucoup plus abouti que le néant absolu. Et l'objectif, c'est de récupérer les personnes qui sont inscrites et de les mettre sur une Google Sheet. Google Sheet, c'est la version, on va dire, Excel Google de Excel. On peut créer, donc c'est un tableur, une feuille comme ça, très facilement, et on va pouvoir la nommer. Voilà. Alors. Regardez avec ce noir fin. Alors, bon là, il n'y a pas grand-chose à expliquer, puisque de toute façon, ici, on va l'utiliser plus comme une zone de stockage plutôt que des sortes de macros qu'on va utiliser dans les cellules. L'objectif étant de déverser tous les contacts de Typeform ici et d'Eventbrite. Alors, on revient sur Zapier. Voilà. Donc là, il y a deux apps à créer. Excusez-moi. Il y a la validation du formulaire qui va engendrer une création d'une ligne et la validation du formulaire d'Eventbrite qui va également créer une ligne. Donc deux actions, deux apps différentes, je suis obligé. On ne peut pas avoir deux triggers, excusez-moi. Hop, make another app. Alors là, on va utiliser du coup Typeform. Bah oui, quand c'est une nouvelle entrée, on l'a déjà fait tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose de plus. On sélectionne toujours le même compte. On récupère ou on cible le même formulaire. On valide. Et c'est parti pour la partie action. Donc là, une fois qu'on a compris le truc, forcément, c'est beaucoup plus rapide. Là, la partie trigger a été configurée. On va passer à la partie action. La partie action, on va vouloir faire un ajout dans Google Sheet. Voilà, on le sélectionne. Alors, créer une nouvelle ligne ou mettre à jour une nouvelle ligne. Là, c'est plutôt créer une nouvelle ligne. Je dois donner mon compte, pareil, Google Sheet, pour qu'il ait un accès en écriture. Je vais sélectionner la sheet en question, là, c'est pas de sheet. Alors, je viens de créer, heureusement, je vais donner un petit nom explicite pour ne pas me tromper, parce qu'on peut avoir plusieurs feuilles. Et là, voilà, on va le préciser. Sheet 1, parce qu'on peut avoir plusieurs onglets. Donc là, c'est plutôt l'onglet. Alors, on va faire refresh. Tac, 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 tac. Alors, il n'a pas réussi. Non, c'est bon. Et on va l'appeler Zap. Aggregate. Prospect. C'est très bien. Hop. Alors, là, il me fait un petit warning. Pourquoi? Parce qu'en effet, j'ai un petit problème. Ah. En effet, on va plutôt faire custom value. Il n'a pas détecté les champs, donc ça veut dire que forcément je vais devoir définir les champs que je souhaite rajouter au travers de mon formulaire un à un. Donc si je souhaite faire email, ça sera email. Ensuite,
C'est... Je testais, mais c'est... En fait, ouais, j'ai oublié une petite étape, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Il faut que je mette les intitulés aux colonnes. C'est ça, le petit truc. Parce que lui, il ne peut pas savoir dans quelle colonne ça va, je ne pouvais pas définir colonne 1, colonne 2, colonne 3. Donc là, voilà. On va mettre email. Ok, nom. Nom. Et prénom. Prénom. Voilà. Je reviens sur cette partie-là. Voilà. Forcément, je pensais qu'il allait me proposer colonne 0, 1, 2, mais non. Donc là, automatiquement, il a détecté qu'il y avait une entrée qui correspondait au nom des colonnes. Il me demande, mais tu veux mettre quoi ici? Donc je reclique sur ce petit icône magique qui fait référence à la première étape, au trigger, qui, lui, a extrait les informations de mon formulaire pour sélectionner chaque champ, voilà, qui correspond à l'intitulé de ma colonne. Voilà. Et je valide. Je teste. Et là, je suis censé voir Vanessa Durand dans ma Google Sheet. Voilà, regardez, qui s'est intégré automatiquement. Donc maintenant, à chaque fois que quelqu'un va s'inscrire sur le formulaire de type Typeform, il va également apparaître ici. Maintenant, on va passer à la deuxième ZAP qui va me permettre de récupérer les inscrits de type Eventbrite. Hop, je crée une nouvelle ZAP. Alors, ici, le trigger, c'est Eventbrite. Petite lenteur du service. Voilà. Donc, Eventbrite. OK. Lorsque une personne s'est enregistrée, le compte d'Eventbrite déjà paramétré, et là, on va devoir dire, de préciser l'événement. Alors, la personne qui a créé l'événement, tout type d'événement, et là, c'est optionnel. Hop, on teste. Donc ça, c'est la partie trigger. Voilà. On regarde ce qu'il a réussi à trouver. Il a réussi à trouver John Doe, parce qu'on en a été tout à l'heure. OK. Et on continue. On va quand même s'inscrire tout à l'heure. On passe à la partie action. La partie action, finalement, c'est assez simple, puisqu'on l'a déjà fait. C'est une Google Sheet. On crée une nouvelle ligne. Et on se log avec le même compte. On sélectionne la feuille. Find my tattoo. Onglet numéro 1. Et là, on va devoir alimenter les données de Eventbrite. Donc, email, c'est la partie email d'Eventbrite. Nom, last name et first name. On teste et je devrais voir à chaque fois que quelqu'un du coup se connecte. Regardez, Vanessa. Alors là, c'est une autre personne, c'est une autre Vanessa. Du coup, c'était dans mon exemple. Do qui s'est inscrite. C'est-à-dire que maintenant, que ça soit Typeform ou Eventbrite, Eventbrite, une personne qui peut s'inscrire ici, regardez,
hop, là, il est diffusé, donc Eventbrite. Quand on l'a publié, on peut du coup s'inscrire, voilà. Alors, veuillez vérifier les champs en surveillant ci-dessous. Alors, il doit y avoir un tout petit truc qui manque. Voilà, billet gratuit, j'ai oublié de... Nom du billet. Rencontre tatoueur. Voilà. Ok, fais mes tatous. Très bien aussi. Rencontre tatoueur. J'en mets 100 et c'est gratuit. Ok, je mets à jour. Donc ça c'est pour mettre à jour le truc. Hop. Je crois que 100, c'est juste un placeholder. Faut mettre... Alors saisir le nom du lieu, on va mettre... en fait il manque des petites informations pour que ça soit publié, mais en soi c'est pas... Voilà, créer les billets, oui. Ça c'était le placeholder, on va mettre 40 de billets, ok, pour cette rencontre, et on publie l'événement. On va y arriver. Voilà, l'événement est publié. On peut en plus le rajouter automatiquement sur Facebook. Et on va l'afficher. On va pouvoir, regardez, s'inscrire. Donc ça, c'est ce que voient les utilisateurs. Et dire, bah ok, mais moi je veux 2 billets. Je commande. Et je vais donner mon nom, mon prénom. Bah, pour le coup, je vais donner vraiment mon identité. Je suis intéressé, Wassima, tu vas me voir. Et logiquement, on est censé... Hop, alors je ne l'ai peut-être pas activé. Voilà, je n'ai pas fait finish, attention. Il faut activer... Hop, donc on va recommencer. Voilà. Hop, donc du coup, si je fais inscription, je recommence la démarche. Hop. Parce que là, ma ZAP n'était pas active en test, en prod, donc en réel. Je ne pourrais donc pas recevoir mes informations sur mon Excel. Logiquement, voilà. Bon, du coup, parce que j'ai commandé 2 billets. Alors là, c'était toujours sur l'animation de sa communauté. Pour ceux qui ont déjà été confrontés à ça, quand on a un nouveau client, la première chose qu'on a envie de faire, c'est l'accueillir dans la communauté, le garder et du coup lui envoyer le premier mail de bienvenue pour lui expliquer un peu comment fonctionne le service. L'objectif du coup, c'est que dès que la personne rentre, par exemple, fait un sign-up, crée un compte ou bien remplit un formulaire, tout de suite, qu'on puisse rebondir immédiatement pour rester tout de suite en contact avec elle et rester en contact avec elle. Là, je te laisse présenter Mailchimp. Alors, du coup, on est sur un autre type d'automatisation. Pour réussir à faire ce cas de figure-là, on va utiliser une plateforme qui est assez connue dans le milieu. Il y a des concurrents qui existent, mais celle-ci a le mérite d'être hyper simple. Elle s'appelle Mailchimp. Elle va vous permettre de gérer vos campagnes emailing en totale autonomie. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire créer vos emails au format HTML sans une ligne de code. En tout cas, c'est l'objectif de ces plateformes-là. D'avoir un suivi sur vos campagnes d'emailing, savoir qui a ouvert, qui a cliqué, est-ce que tous les mails sont parvenus à bon port. Et également, du coup, d'automatiser certaines tâches, comme on va le voir maintenant. Alors, Mailchimp, hop, excusez-moi,
une fois qu'on est connecté, on peut créer ce qu'on appelle des listes. Donc des listes, c'est comme un fichier Excel finalement, comme une Google Sheet. Ça va vous permettre d'agréger tous les prospects, contacts liés à un projet, liés à une entreprise, à une entité, et de l'alimenter. Alors, hop, on va créer une liste, une nouvelle liste. Là, hop, je vais créer une nouvelle liste qui va s'appeler Find My Tattoo. On va mettre mon email, alors parce que sinon la plateforme est paramétrée, donc la personne qui va être l'expéditeur du mail en automatique, il faudra lui donner son petit nom, plus sympa que juste un email. Voilà, liste des prospects, clients, newsletter, meetup, inscription. Voilà. Là, on donne le nom, la compagnie. Bon, là, c'est la capsule, mais... Et il y a... Voilà. Des petits paramétrages que l'on peut mettre, mais on va rester très simple. Donc là, c'est une liste qui est vide et qu'on va pouvoir alimenter des informations que l'on souhaite. Alors, cette liste-là, on peut lui donner des champs. Voilà. Email, first name, last name, adresse. Et là, vous pouvez en mettre autant que vous souhaitez. Phone number, il n'y a pas de limite. Si vous voulez rajouter ou supprimer un champ, ça se fait avec ce bouton-là. Add field. Alors, le but du jeu, ça va être que lorsque quelqu'un vient sur Typeform, s'inscrit, j'alimente Mailchimp, donc déjà ça va également centraliser finalement mes contacts, mais que Mailchimp s'occupe finalement d'envoyer automatiquement un mail de bienvenue à cette personne-là. Alors, on va revenir sur Mailchimp. Là, on va devoir faire Create. On veut en effet créer une campagne d'emailing. Et lorsque on est ici, il y a c'est assez subtil, il y a un petit onglet qui s'appelle Automate. Voilà. Et il vous propose différentes cas de figure, dont un qui s'appelle Welcome New Subscribers. Ben, c'est exactement ce qu'on veut. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un va atterrir dans Mailchimp, on lui envoie un petit mail de bienvenue. Le nom de la campagne, Welcome. On va sélectionner une liste. Sur quelle liste on souhaite que ça soit actif? Eh bien, la liste Find My Tattoo. Parce que je vous ai dit, on peut avoir plusieurs listes. Si vous avez plusieurs projets, plusieurs entreprises, eh bien, vous pouvez les regrouper par liste. Et on va démarrer. Là, il va nous demander quelques paramétrages. C'est logique. J'ai défini la liste. Donc, à chaque fois que quelqu'un va atterrir là-dedans, ça va envoyer un email. Ben, il faut encore le créer, l'email. Alors, c'est assez simple, puisqu'il nous propose une interface très bien faite pour créer le template. Alors avant ça, il nous demande le nom de l'email, le sujet de l'email. Bienvenue sur Find My Tattoo. Sur Find My Tattoo. Bienvenue sur Find My Tattoo. Vous pouvez mettre en plus un petit émoticône, c'est toujours sympa, ça, voilà. C'est très à la mode. Et c'est vraiment prouvé qu'il faut pas trop en abuser, parce que là, ça va faire un peu adolescent, mais de temps en temps. Et il y a une différence sur la perception du message. Hop. Alors là, il demande un texte preview. Moi, je vais mettre le même. C'est un petit texte qui s'affiche avant même qu'on clique sur l'email. Une petite preview, quoi, comme son nom l'indique. On fait Next, et là, on va passer à la sélection ou à la création de l'email.
Alors je sais pas, alors j'en avais enregistré plusieurs. On va voir si... alors on va créer un mail basique avec une seule colonne, on va voir. Ok. Alors, j'avais enregistré un petit truc, mais... on va pouvoir remplacer l'image, à condition qu'elle soit uploadée sur la plateforme. Hein. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez la sélectionner et la télécharger. Voilà, on enrichit l'email. Quand on clique ici, vous avez accès au texte. Vous pouvez changer le contenu, bien sûr. Voilà. Et bien évidemment, écrire l'accroche que vous avez choisie pour accueillir votre prospect, ou plutôt votre client. Là, si c'est inscrit, c'est que c'est quand même plutôt bien parti. Donc, a priori, j'ai à peu près tout fait. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on peut même personnaliser l'email. Regardez, si je reviens dans mon template, donc ça s'appelle un template, eh bien, on peut faire ici, on peut utiliser un petit caractère joker qui va faire référence au nom stocké dans la liste. Donc, lui, il va remplacer automatiquement par le nom de la personne. Il faut cliquer sur Merge Tag, et ici, on nous propose différents champs, dont le first name. Voilà. Donc là, il y a forcément un mot qu'on ne comprend pas, mais qui sera remplacé par le prénom de la personne au fur et à mesure que les envois d'emails se feront. Hop, je sauvegarde. Et on peut également changer le délai d'envoi. Ici, il y a écrit 1 jour après l'enregistrement. Ça fait un peu tard. Si c'est un mail de bienvenue, on veut que ça soit plutôt immédiatement. Et on enregistre. Donc là, j'ai préparé le terrain sur Mailchimp. OK. Côté Typeform, j'ai déjà mon formulaire. On l'a créé tout à l'heure. L'idée est donc de joindre Typeform à Mailchimp. Mailchimp est déjà préconfiguré finalement. Donc, je reviens sur Zapier et je vais créer une nouvelle Zap. Bon, c'est toujours la même chose. Hein. Ça, c'est au bout d'un moment quand on a compris le truc. Donc là, je vais chercher Typeform, c'est le trigger. Nouvelle entrée, nouvelle inscription, oui. Le compte de Typeform, je l'ai déjà. Le formulaire, du coup, c'est Find My Tattoo. OK. OK. Et on va pouvoir passer à l'action. L'action, c'est Mailchimp, il me le propose d'ailleurs dans les applications les plus... c'est ajouter, mettre à jour un inscrit, c'est exactement ça. Bon, a priori, c'est les actions les plus utilisées qui nous proposent. Le compte Mailchimp. Et là, on va demander, mais de quelle liste tu parles? Parce qu'on peut en avoir plusieurs dans Mailchimp. Find My Tattoo. Qui est, du coup, la personne... Hop, qui tu veux envoyer? Ça va être la personne que j'ai récupérée en haut. Et on peut lui donner d'autres configurations. Voilà. Donc, simplement en faisant ça, dès que la personne va s'inscrire sur Typeform, Mailchimp va recevoir le contact, comme on l'a vu tout à l'heure avec la Google Sheet, mais en plus, il va envoyer l'email automatiquement sans qu'on fasse quoi que ce soit. Si vous voulez changer l'email, pas de problème, vous revenez sur l'interface Mailchimp et vous modifiez le template, comme il l'appelle, en modifiant le HTML, le texte et les images. Il n'y a aucun problème. Alors voilà, on va passer aux problématiques de Wassima. Donc là, jusqu'ici, on a vu la gestion des leads, on a vu les questions de rétention, avec centraliser toutes les informations et envoyer des mails automatiquement, immédiatement, après que quelqu'un, par exemple,
par exemple, évidemment, après que quelqu'un se soit connecté sur son site, enfin sur mon site, du coup, sur Find My Tattoo. Moi, l'autre problématique que je rencontre beaucoup, c'est comment réussir à avoir de la présence sur les réseaux sociaux de manière hyper fluide. Le temps que je passe à chercher du contenu intelligent, et en plus, souvent, je vais voir les mêmes personnes, le temps que je passe pour les reposter et pour me dire, ok, il faut pas que j'oublie qu'à 10h, c'est le moment où j'ai tendance à poster des trucs sur les réseaux sociaux, souvent c'est une tannée. Donc là, l'idée c'est de identifier, typiquement vous par exemple, je ne sais pas si vous avez des chaînes que vous suivez ou des influenceurs que vous suivez en particulier, auquel vous faites complètement confiance, que vous connaissez bien, que de toute façon vous savez que vous partagez ces informations-là, il faut juste vous mettre un rappel sur votre téléphone pour aller récupérer la vidéo et la republier. Là, l'idée c'est plutôt que de le faire comme ça immédiatement, de souscrire directement depuis cet influenceur-là et que ça se répande sur tous vos réseaux sociaux, un ou plusieurs réseaux sociaux, en tout cas ceux que vous voulez alimenter. Alors, pour vous montrer un petit peu comment résoudre cette problématique, il nous faut encore une fois des ingrédients. Le premier, c'est YouTube, une plateforme de diffusion de vidéos ultra connue, et un réseau social mondialement connu, c'est Facebook. Alors ça aurait pu être d'autres plateformes de diffusion et d'autres réseaux sociaux, encore une fois. Zapier va être le lien entre les deux, ça veut dire que dès qu'une nouvelle vidéo va être détectée auprès de la personne que l'on suit, eh bien, on va créer une publication sur sa propre page Facebook. Alors, pour ça, il faut déjà le nom d'un influenceur. Est-ce que alors, Mademoiselle Street Tattoo. Comment ? Mademoiselle, avec un Z. Ah, attends, tu vas venir. Parce que moi, je suis à moitié sourd, donc Ok, c'est un peu... voilà, street tattoo, typiquement. Lui, c'est Stéphane. Il parle le site français. Alors, Stéphane parle français, mais il ne nous intéresse pas beaucoup. Donc, pour le coup, il va falloir que... Donc, en gros, je peux arrêter. Ok, donc là, on est sur une de ces vidéos. Voilà, ok. Hop, le nom est important parce que du coup, je vais devoir l'avoir pour le notifier à Zapier de surveiller cette personne-là, ou du moins ce flux. Alors, on va créer du coup une nouvelle zap. Ok, donc ça, je finalise celle de tout à l'heure. La nouvelle app, trigger, YouTube. Ok. YouTube, qu'est-ce que l'on veut analyser pour que ça soit l'élément déclencheur? Une nouvelle vidéo dans un channel, une nouvelle vidéo ou une nouvelle vidéo par recherche? Ouais, une nouvelle vidéo spécifique par rapport à un username, un YouTuber. Ça me paraît pas mal. C'est une chaîne ou c'est un YouTuber? En fait, c'est une chaîne. C'est une chaîne avec une... Donc on va plutôt préférer... Du coup, si c'est une chaîne, le channel. Hop, le compte YouTube. Et là, il faut l'ID channel. Hop, on va aller le récupérer ici. Alors, tac. Où on peut récupérer l'ID channel d'ailleurs? Est-ce que l'URL n'est pas suffisante? Comment? L'URL n'est pas suffisante parce que normalement... Je ne crois pas. Le problème, c'est que j'ai l'habitude de faire par utilisateur, pas par channel. Donc du coup, comment on accède alors? C'est ça? Ouais, c'est un tag en fait. Si tu le fais en search query, si tu reviens plutôt que de le faire par channel, du coup par recherche. Alors comment, vas-y? Non, si tu reviens sur Mailchimp, pas Mailchimp, pardon, voilà. Si tu reviens à l'étape précédente. D'accord. Final par nom. Ouais, on va faire par. Ok. Encore. Hop. Ok. By search, tout en bas.
Et là, on mettra street tattoo. Donc, du coup, mademoiselle. Si on revient, mademoiselle, street tattoo, enfin, eux, ils ont un hashtag. D'accord. Si on revient sur la vidéo. Ouais. Tu vois, là, tout en bas. C'est ça? Voilà, exactement. Donc, hop, dès que je détecte ça, non, je ne sais pas faire un copier-coller. Du coup. Je le fais là rapidement. Hop là. Vas-y. Avec c'est pas facile avec. Ça te parle, ça, cette vidéo? Street Tattoo, Eva? Non, mais c'est pas grave. Du coup, étant donné qu'on a fait une recherche un peu trop large, on se retrouve potentiellement avec des vidéos qui ne correspondent pas à notre recherche, mais c'est à vous de cibler, de préciser le plus possible le channel, le user. Alors, on continue. Et l'objectif, ici, ça va être de créer comme action une publication Facebook. Donc, on cherche Facebook, page, sur sa page Facebook professionnelle. Et là, on peut créer, par exemple, create a page vidéo, photo ou juste un post. Alors, ça peut être juste un post en disant, voilà, il y a une nouvelle vidéo avec un lien vers YouTube. Ça peut être juste ça, quelque chose de plus très minimaliste, ou alors carrément la vidéo qui va venir s'intégrer. Donc là, la page, forcément, prendre la page de la capsule parce que je suis logué sur la capsule, je n'ai pas la page de Find My Tattoo. On va définir le message que vous le souhaitez mettre, qui peut être d'ailleurs dynamique. C'est ça? C'est parfait. Ok. On peut mettre le lien justement de la vidéo qu'on aurait récupérée à l'étape 1. Regardez, YouTube URL, hop. Donc vous alimentez votre post automatiquement par des données dynamiques qui proviennent de YouTube du coup. Et vous validez. Donc là, bon, c'est un peu dangereux ce qu'on a fait parce que la recherche est très large. Ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément la fameuse mademoiselle qui va aller dans notre mur, mais bien d'autres du coup. Ça sera à vous de bien filtrer vos recherches. D'où l'intérêt de plutôt parler de channel ou de username, parce que là... Ok. Donc, je ne vais pas faire finish parce que sinon quelque chose va apparaître sur ma page. Mais l'idée est là. Là, du coup, j'active la zap. Automatiquement, les nouvelles vidéos qui vont arriver sur la plateforme YouTube vont engendrer un nouveau post, un nouveau message sur ma propre page Facebook. Alors, hop, j'appelle Wassima pour une deuxième. Personnaliser le message, en fait. Ça va être le même message à chaque fois d'une vidéo. Alors, tu peux t'inspirer, du coup, si vous voulez, sur personnaliser le message, des commentaires ou du titre du message de la vidéo. C'est-à-dire que là, si on revient à cette étape-là, il est vrai qu'on ne pourra pas générer un texte complètement différent à chaque fois si on automatise. Il faut être un peu malin, du coup, être astucieux en disant nouvelle vidéo de mademoiselle à regarder et aller shipper de l'information qui provient de la fameuse, justement, personne qui a déposé la vidéo. Donc là, on devrait avoir, par exemple, le titre tout en haut. Voilà, street tattoo. Voilà, hop, nouvelle vidéo de mademoiselle à regarder, tac, tac, tac. Donc déjà, bon, ça permet de personnaliser la chose. Maintenant, ça peut être aussi juste un relais pour dire il y a une nouvelle vidéo et puis il y a la vidéo qui est là et ça permet de passer outre la vraie nature du message finalement. C'est plutôt la vidéo en elle-même que l'on va regarder. Et c'est vrai que c'est souvent ce qu'on voit sur LinkedIn ou Facebook, les personnes qui relaient, elles mettent une petite phrase assez générique et souvent c'est pour relayer vraiment le message ou la vidéo en tant que telle. Mais bon, c'est sûr que pour arriver à quelque chose d'ultra personnalisé à chaque fois, ça va demander un peu plus d'effort et un peu plus d'imagination, en gros. En fait, l'idée, c'est d'assurer que tu aies tout le temps du flux pour alimenter ta communauté. Et c'est
là où le bas blesse, c'est que quand tu as 10 milliards de choses à faire, tu vois, typiquement, je donnais tout à l'heure l'exemple de l'entreprise qui a, au niveau d'une seule personne, sur 6 minutes, sur un process, quand tu le fais 15 fois, tu as déjà 1 heure de perdu que tu ne passes pas à faire des choses à valeur ajoutée plus élevée. Donc là, l'idée, c'est déjà, assurer du flux. Après, effectivement, tu peux sur des choses beaucoup plus ciblées, travailler un peu plus, chiader un peu plus ton message. Est-ce que le message qui est déjà posté, est-ce qu'on peut modifier le petit message après? Après coup, oui, ça veut dire qu'il faut aller sur sa page et dire modifier, complètement. C'est pas... Mais là, c'est vrai qu'il y a une certaine forme d'automatisation un peu bébête et de confiance. Si justement, on veut passer par une étape, on va dire, de prévalidation et de réappropriation du message, ça va être la dernière étape, justement, pour conclure un peu ces use cases qu'on a vu ensemble. Donc là, voilà, la dernière étape, c'est le dernier scénario qu'on vous présente. C'est exactement ça, en fait. C'est à la fois le fait de pouvoir établir une première étape de validation pour t'assurer que c'est bien le sujet que tu as envie de partager, mais c'est aussi dans une manière un peu plus générale, un super outil qui permet aussi de structurer sa veille. Par exemple, typiquement, je ne sais pas comment vous y prenez, mais souvent c'est quand on a 5 minutes de dispo qu'on va aller regarder ce qui se passe sur Google, on se tape toujours les mêmes mots-clés, etc., etc. Là, l'idée, c'est de pouvoir se libérer des plages horaires, faire sa veille tranquillement, et puis se donner une sorte de to-do list à la fois sur les tâches qu'on a envie de faire et potentiellement aussi, comme l'exemple qu'on a vu juste avant, de manière un peu plus chiadée, partager de l'information. Donc là, typiquement, j'ai une source d'information, le premier picto que vous voyez en haut, donc j'ai une source d'information à travers lesquelles je réorganise en fait les tâches que je dois faire. Et ça aussi, c'est un gain de temps assez énorme parce que ça évite tous les petits... je sais pas si ça vous arrive de faire un truc une seule fois, ça prend quand même beaucoup moins de temps que de faire la même chose en plusieurs fois parce qu'il faut se déconcentrer, se reconcentrer sur cette chose, re-rentrer dans le sujet, revenir là-dessus. Enfin voilà. Là, l'idée, c'est vraiment de structurer, organiser sa journée sur la question de la veille. Et également avoir du coup un pool de news sous la main, parce que l'autre problème aussi, c'est de se dire oui, aujourd'hui c'est la journée où je dois poster quelque chose, mais j'ai pas d'idée. Et il y avait peut-être une bonne idée il y a 2 jours que j'ai lue, mais je sais plus où je l'ai trouvée. Depuis, le flux de news s'est empilé. Impossible de remettre la main sur cette news-là. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre ça dans une sorte de to-do, dans une liste, et d'y revenir dans ce vivier-là, finalement, d'infos, pour piocher les informations, pour laisser potentiellement se les réapproprier en remettant un petit message, un petit commentaire, et ensuite repasser à la publication plus manuelle, mais déjà vraiment avoir ce vivier sous la main. Alors, on va avoir besoin de 2 outils. Feedly, c'est un agrégateur de flux RSS. Alors, le flux RSS, c'est vrai que c'est passé un petit peu en désuétude, mais c'est loin d'être inintéressant cette technologie-là. Ça va vous permettre, cet agrégateur, de cibler les thématiques qui vous plaisent et d'aller shipper chaque jour des news, même si c'est pas fait pour justement les relayer tout de suite. On va justement les garder en mémoire. Et garder en mémoire ces news-là, ça va être justement le rôle d'Evernote. Evernote, qui est un outil, une sorte de plateforme pour enregistrer toutes les informations que vous souhaitez. Les organiser, les trier et les planifier. Alors, un petit tour d'horizon, justement, sur ces plateformes. Voilà. Ici, je suis sur Feedly. Et si j'ai envie de rajouter un nouveau contenu pour justement enrichir mes sources de news, je vais créer, donc je vais cliquer sur Add Content et choisir ma thématique. On va choisir par exemple... Lifestyle. Mode. Mode, c'est très bien, parce que ça parle aussi... Mode. Voilà, mode. Là, on va vous proposer plusieurs flux d'alimentation, de news. Donc on va devoir choisir celui qui vous intéresse, qui vous parle le plus. Nous pouvons choisir autant qu'on veut. Et on va choisir le barboteur, par exemple. On va le follower. Top. C'est bon, on va le suivre. Donc une fois qu'on a cliqué dessus, il va apparaître là. Et on va avoir le flux d'actualité de cet influenceur. Voilà. Alors, tout n'est pas spécialement intéressant.
mais le but c'est d'avoir plusieurs sources d'alimentation de news et de se dire ok, ça c'est plutôt pas mal, je vais le lire plus tard. Voilà. Donc il va apparaître ici. Bon, le lire plus tard c'est bien, mais ça ne me permet pas de centraliser tout ça. J'aimerais bien que ça arrive dans mes sortes de listes de choses que j'ai à faire, et surtout de m'approprier le message. Ici, je ne peux pas indiquer que ce message pourrait potentiellement être intéressant pour Facebook, pour LinkedIn ou pour un autre réseau. Voilà. J'aimerais bien quand même m'approprier aussi le texte pour enrober justement les news qui vont revenir sur les réseaux sociaux. Donc là, je vais me rediriger plutôt sur Evernote. Evernote, qui va me permettre de tout noter, y compris justement les news. Donc Evernote, regardez, c'est carnet de notes, et on peut mettre voilà, une nouvelle note. Alors une nouvelle note, ça peut être c'est donc une sorte d'éditeur, on met tout ce qu'on veut. Et ça s'organise par carnet de notes. Vous pouvez créer un carnet de notes par projet, par thématique, par équipe, ça sera à vous d'organiser les choses comme vous le souhaitez. Et le but du jeu, c'est que dans ici, carnet de notes, je vais en créer un nouveau. Contenu à partager sur les réseaux sociaux. Alors, je vais l'appeler exactement. Je vais l'appeler du coup Find My Tattoo. Pour Facebook. Facebook ou social C'est très bien. Nickel. Network. Parce que je ne sais pas, ou justement, c'est ma problématique de community manager. Je souhaite avoir un vivier d'informations et aller shipper, quand justement c'est le jour de la news, aller shipper une information que j'aurais enregistrée il y a peut-être une semaine de ça. Après, il faut faire attention aussi parce que vient l'obsolescence de la news qu'on relaie. Donc. Alors, comment faire pour que dans Find My Tattoo, j'ai justement les read letters là, que j'ai mis automatiquement? Eh bien, on a compris un petit peu la mécanique. C'est également Zapier qui va se charger de faire ça pour nous. Un article liké va automatiquement être enregistré dans la liste que je viens de créer. On revient sur Zapier pour créer une dernière zap. Alors, là, il nous propose Feedly, c'est le trigger. Alors, il nous propose plusieurs choses. Quand un nouvel article a été enregistré, voilà, pour lire plus tard. C'est cool, c'est ce que j'ai fait. Mais ça aurait pu être lorsque je mets une note, lorsqu'il y a un nouvel article qui arrive sur le feed. Et là, on revient un petit peu à la mécanique de YouTube, c'est-à-dire qu'on le prend et on le met instantanément. Ça peut surcharger du coup notre vivier d'informations qualitatives. Alors, on va plutôt prendre le premier trigger proposé. On va se connecter sur le compte de Feedly. Donc du coup, il faut encore mettre ses logins, mots de passe. Hein. Et on va, voilà, là il nous dit le nombre d'articles qu'il a détecté dans la partie Read Letter. On continue. L'action. L'action là, c'est Evernote. On souhaite écrire dans Evernote. Alors on souhaite écrire quoi? Créer une nouvelle note. Il me demande également les comptes, mon compte Evernote. Et là, Notebook. Alors, je l'ai créé tout à l'heure, mon projet. Find My Tattoo Social Network. Title. Alors, quel va être le titre de mon article? Regardez, là je vais appuyer encore une fois sur le bouton un peu magique qui me permet d'accéder aux données de la première étape du trigger. Donc toutes les informations de l'article qui a été liké, entre guillemets, apparaissent ici. Bon là je vais mettre titre de l'article, je ne vais pas me casser la tête, le titre lui-même de l'article que je viens de shipper. Le content, le content, je l'ai ici là, article content. Tag, on n'est pas obligé, ok. Source URL, c'est important parce que en général, quand on relaie quelque chose, on relaie également la source de la news. Donc là, on va garder l'URL d'origine, voilà, article URL. Voilà.
Et on peut mettre, regardez, attachment, on peut même mettre l'image. J'ai vu là tout à l'heure, il y a d'autres choses, bon, on va s'arrêter là, c'est largement suffisant déjà pour avoir un vivier de news. Alors voilà, il explique ce qu'il a réussi à détecter en test, et on va lancer le test. Donc là, dès qu'on like, voilà, c'est censé apparaître dans notre carnet. Voilà, regardez. Donc là, je suis bien sûr Find My Tattoo, avec le titre, ici, le contenu du message, et également, si je fais afficher les informations de la note, l'URL d'origine du message. L'avantage, c'est que là, vous pouvez y mettre le texte que vous souhaitez, le modifier. Là, on peut dire, là, c'est une news à destination de Facebook, pour que plus tard je puisse m'en rappeler, parce qu'elle est assez ciblée par rapport à ma communauté Facebook. Et à partager, par exemple, le 8. Voilà. Donc je mets ma petite note, aucun problème. Vous pouvez même rajouter votre texte, du coup, si vous avez de l'inspiration pour illustrer cette news. Et ainsi, du coup, le jour où c'est le moment de balancer, d'envoyer une nouvelle news sur tel ou tel réseau social, vous n'avez plus qu'à piocher dans votre vivier pour le faire. Vous gagnez ainsi du temps. Voilà, alors du coup, on a balayé 5 scénarios qui sont censés vous faire gagner du temps et vous donner aussi de l'imagination pour aller au-delà. Ça vous donne un peu le potentiel de ce que l'on peut faire avec ces outils. Alors, vous avez vu que la liste est assez exhaustive des outils. Il y en a encore plein d'autres qui existent. Donc, les possibilités sont assez impressionnantes. Ce n'est pas parce que on est développeur qu'on n'a pas le droit aussi d'utiliser ça. Parce que ça permet de changer des habitudes, automatiser des tâches. C'est hyper compliqué à faire, parce que ça peut être joli sur le papier, en pratique, et une fois que c'est mis en œuvre, c'est pas aussi efficace que ça en a l'air. Justement, des fois, on peut même perdre du temps, on perd de la valeur ajoutée. Alors que si on teste juste avec des outils comme ça, sans se lancer dans des développements, parce que là, du coup, on l'a fait en quelques heures, à développer soi-même sans ces outils-là, on en aurait eu pour plusieurs jours. Et arrivé à la fin de ces jours-là, on se rend compte que finalement c'était une fausse bonne idée d'automatiser tel et tel point. On a dépensé du temps et de l'argent pour rien. Donc même quand on est un développeur, finalement, ça peut être un très bon moyen de tester un nouveau workflow, des nouvelles habitudes qui permettent de fluidifier les choses, soit personnellement, soit auprès d'une équipe, clairement. Merci bien.